Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le dossier de l'abbé Pierre s'épaissit. Le mouvement qu'il avait fondé, Emmaüs, a recueilli les témoignages de 9 victimes supplémentaires, témoignages réunis dans un 3e rapport après ceux de juillet et septembre 2024. Au total, à présent, 57 personnes racontent avoir été victimes d'agressions sexuelles ou de viols de la part du prêtre. On avait déjà consacré un épisode de Code Source à cette affaire en septembre 2024, mais on a choisi d'y revenir aujourd'hui parce que ce 3e rapport, révélé par le Parisien, va plus loin. Il dresse le portrait d'un véritable prédateur. On fait le point dans Code Source avec 2 journalistes du Parisien en charge de ce dossier, Christelle Brigodeau du service police-justice et Thomas Poupeau, spécialiste des religions au sein du service société. Janvier 54, Paris grelotte par moins 15 degrés. Dans cette après-guerre, 29% des Français n'ont ni eau courante ni électricité. Né en 1912, résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, Henri Grouès, dit l'abbé Pierre, était une icône en France depuis son appel sur RTL, appel à aider à loger les sans-abri pendant un hiver particulièrement rude, l'hiver 1954. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit, à la porte de lieux où il y ait couverture, paille, soupe, et où on lise sous-titre « Centre fraternel de dépannage », ces simples mots « Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime ». Son mouvement d'entraide, Emmaüs, a grossi pendant 70 ans et quand l'abbé Pierre est mort en janvier 2007, Thomas Poupeau, il a fait l'objet d'obsèques nationales. Oui, ça se passe à Notre-Dame de Paris, donc c'est réservé aux gens très importants. Au premier rang, le président de la République. Dans la foule, les compagnons d'Emmaüs. L'abbé les voulait présents et non pas relégués au dernier rang. Ils sont là, à ses côtés. Il y a une foule de politiques, il y a Jacques Chirac, le président de l'époque, il y a Nicolas Sarkozy, il y a aussi des people comme Laetitia Hallyday, Jean Reno et plusieurs centaines de bénévoles, de compagnons d'Emmaüs qui sont regroupés à l'extérieur de la cathédrale. Dès l'arrivée du cercueil, des applaudissements pour saluer l'abbé Pierre, un geste rare en France lors d'obsèques, un geste à l'image du personnage. En juillet 2024, Emmaüs publie un premier rapport révélant que l'abbé Pierre s'est rendu coupable de harcèlement et d'agression sexuelle. Il y a quoi en résumé dans ce rapport ? Alors ce rapport, c'est une déflagration. Il y a 7 premières victimes identifiées, toutes des femmes, pour des faits qui remontent jusqu'à 1970 et qui vont jusqu'en 2005. Ça va des propositions indécentes, des contacts non sollicités sur des zones sexuelles, en particulier sur la poitrine. Et il y a notamment aussi une victime qui a moins de 16 ans à l'époque des faits. Christelle Brigodeau, un second rapport est dévoilé au mois de septembre et il contient 17 nouveaux témoignages. Qu'est-ce qu'il y a de plus choquant, de plus marquant dans ce rapport ? Ce qui est choquant d'abord, c'est le nombre, parce qu'effectivement, 17 témoignages recueillis en 3 mois, ça montre en fait que les agressions dont est suspecté l'abbé Pierre ont été nombreuses et se sont déroulées sur un laps de temps très vaste, puisque là on parle des années 1950 jusqu'à la fin de sa vie dans les années 2000, donc ça fait presque 5 décennies. Et puis les faits qui sont rapportés par les victimes dans ce dossier sont extrêmement graves, puisqu'il y a une accusation de viol, il y a plusieurs accusations d'agression sexuelle, notamment une masturbation forcée, des baisers non sollicités, des contacts à nouveau sur la poitrine, etc. Et puis enfin, c'est l'âge des victimes qui frappe, puisque la plus jeune dit qu'au moment des faits, elle avait 8 ou 9 ans. Thomas Poupeau, c'est la direction d'Emmaüs qui a enquêté sur les agissements passés de l'abbé Pierre en allant chercher des témoignages pour ensuite les rendre publics. Un travail qui a commencé au mois de juin 2023. Quel a été le point de départ ? Alors en fait, c'est un premier témoignage d'une victime présumée de l'abbé Pierre qui arrive à Véronique Margron. Donc c'est la patronne des religieux et des religieuses de France pour l'Église catholique. Et donc immédiatement, elle alerte Emmaüs. Donc c'est le choc à Emmaüs qui décide, sans attendre que ce témoignage sorte dans la presse, de lancer en fait une enquête et de partir à la recherche d'autres victimes, d'essayer de voir si c'est un cas isolé ou pas. Et donc pour ça, elle va missionner un cabinet indépendant qui s'appelle EGAE et qui va fouiller dans les archives, faire un appel à témoins, essayer de contacter d'autres victimes.
les auditionner et produire le premier rapport, puis le second, puis le troisième. Et justement, dans cet épisode de Code Source, on va détailler ce que dit le troisième rapport sur les violences sexuelles ou les viols dont est accusé l'abbé Pierre, document révélé par Le Parisien le lundi 13 janvier. Un mot d'abord, Christelle Brigodeau, Emmaüs envisage d'indemniser financièrement les victimes de l'abbé Pierre. Oui, le mouvement a entamé une réflexion et a eu un débat sur ce qu'il convenait de faire maintenant que de nombreux témoignages étaient exposés au grand jour. Et le résultat de ce débat était de se dire que le mouvement avait une responsabilité morale à indemniser les victimes parce que depuis cette décennie, il se voulait l'héritier de l'abbé Pierre au sens de son action en faveur des personnes défavorisées et qu'il fallait endosser aussi cette partie sombre de l'héritage. Alors concrètement, les modalités pratiques d'indemnisation des victimes n'ont pas encore été fixées, mais elles vont sans doute prendre exemple sur les indemnisations qui existent déjà pour les victimes d'abus sexuels commis dans l'Église. Donc le mouvement Emmaüs va sans doute faire appel à la commission reconnaissance et réparation de l'Église, qu'on appelle la CRR dans le jargon, et qui indemnise les victimes à hauteur de 60 000 € au maximum. En moyenne, les personnes qui ont déjà été indemnisées dans le cadre de cette commission ont touché environ 30 000 €. Dans ce rapport révélé par Le Parisien, il y a 9 nouveaux témoignages qui dressent un portrait peut-être encore plus sombre de l'abbé Pierre. Christelle Brigodeau, dans votre article, vous évoquez des agressions sexuelles de très jeunes femmes. 3 d'entre elles, par exemple, avaient une vingtaine d'années, voire 17-18 ans. Et ce qui frappe à la lecture du rapport, c'est des faits très similaires dans les descriptions que font ces jeunes femmes. Elles racontent que l'abbé Pierre leur a touché la poitrine, les a forcés à un baiser avec la langue de façon très brutale. Et à chaque fois dans des circonstances où il était en contact avec des jeunes filles ou des jeunes gens, soit dans des camps de jeunes d'Emmaüs ou à son domicile avec des employés d'Emmaüs aussi qui venaient pour des raisons professionnelles, lui rendre visite. Et donc là, on se rend compte du côté très systématique, finalement, de ces agressions. Dans ce nouveau rapport, une femme qui fait partie de la famille du prêtre a également dénoncé des abus sexuels à caractère incestueux, donc des abus commis, selon elle, à la fin des années 1990. Thomas Poupeau, dans le même dossier, dans Le Parisien, vous publiez le témoignage que vous avez recueilli d'une femme âgée de 88 ans qui avait essayé de révéler les agissements de l'abbé Pierre il y a très longtemps, en 2007. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Donc elle s'appelle Esther, c'est une Suisseau-péruvienne de 88 ans, elle a été journaliste, elle a été interprète, elle a notamment travaillé pour l'ONU. Elle partage un peu sa vie entre l'Europe et son pays d'origine, le Pérou. C'est une femme qui parle cash et on le comprend très vite quand on fait son interview, qu'elle ne se laisse pas marcher sur les pieds et que c'est quelqu'un qui a un très gros caractère. Qu'est-ce qu'elle raconte avoir subi de la part de l'abbé Pierre ? Alors en 88, Esther décroche une interview de l'abbé Pierre et l'interview va se dérouler dans un hôtel de Genève où l'abbé Pierre a ses habitudes. Dès qu'elle rentre dans la pièce, donc l'abbé Pierre est là, il est assis. L'interview démarre à peine qu'il se lève, qu'il se colle à elle. Et ce qu'elle nous explique, elle sent qu'il est en érection. Il commence à lui frotter la poitrine et il essaye de l'embrasser de force, à lui mettre sa langue dans la bouche. Donc là, elle a un mouvement de recul et elle le repousse. Esther avait raconté tout ça bien après, en 2007, à un journal péruvien. Oui, à la mort de l'abbé Pierre, Esther décide de sortir du silence. Elle a beaucoup de contacts dans la presse, péruvienne notamment, et elle fait une interview au journal Caritas. Donc c'est un hebdomadaire d'investigation qui est très connu, c'est l'un des principaux journaux du Pérou, où elle raconte tout ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Eh bien l'interview n'a aucun écho, ni au Pérou, ni ailleurs. Elle va même jusqu'à se renseigner auprès de la rédaction du journal pour savoir s'il y a eu un courrier, un mail, des autorités, des lecteurs qui ont contacté la rédaction, mais rien du tout. Christelle Brigodeau, l'abbé Pierre avait aussi été décrit comme un pédophile, un pédocriminel dans un livre paru en 2009. Expliquez-nous d'abord qui a écrit ce livre. Alors, l'auteur s'appelle Richard Hecht. C'est un homme qui est aujourd'hui décédé, qui vivait aux États-Unis. Et il a écrit son autobiographie en anglais, donc. Et il raconte notamment son enfance d'enfant juif caché dans un orphelinat en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Le livre aujourd'hui est épuisé, mais quelques extraits ont été publiés en annexe du 3e rapport publié par Egae à la demande du mouvement Emmaüs. Et donc, qu'avait écrit cet homme, Richard Hecht, sur l'abbé Pierre ?
Alors il y a quelques lignes qui le décrivent comme un jeune prêtre en charge du catéchisme en fait et de tous les aspects religieux dans cet orphelinat où se trouve le jeune Richard Echt. Et dans la phrase d'après, il dit « Il était aussi celui qui venait toutes les nuits dans le dortoir assouvir ses pulsions pédophiles ». Donc, on ne peut pas accuser plus clairement quelqu'un d'acte pédophile. Il raconte aussi, encore un peu plus précisément dans ses pages, le calvaire subi par son voisin dans le vaste dortoir de 80 lits où il dormait. Il explique que cet enfant âgé de 12 ans était pétrifié chaque nuit quand il subissait les agressions de l'abbé Pierre. Tout ça pendant la Seconde Guerre mondiale, donc à un moment où le petit enfant Richard Echt était caché pour le protéger de l'Allemagne nazie. Oui, c'est une chose frappante dans ces pages de lire que l'abbé Pierre apparemment était au courant de l'identité réelle du jeune Richard Echt et l'avait un peu pris sous son aile en lui enseignant le catéchisme puisqu'il savait qu'en fait il connaissait pas cette religion puisqu'il était juif. Il explique à la fois que l'abbé Pierre le protégeait, était conscient de la nécessité de protéger cet enfant et en même temps que lui-même enfant devait se protéger de l'abbé Pierre puisque l'abbé Pierre avait tendance à avoir la main baladeuse et à peut-être vouloir commettre aussi des attouchements sur sa personne. Ce troisième rapport d'Emmaüs France sur l'abbé Pierre comporte aussi une accusation de viol sur un autre petit garçon. Oui, c'est le 9e témoignage décrit par Egaé, mais de ce témoignage, on ne sait presque rien parce que la personne qui a parlé au cabinet n'a pas souhaité que des détails de son histoire soient connus, ni même son âge, ni précisément les faits. La seule chose qui est expliquée, c'est qu'il y a eu un acte sexuel avec pénétration sur un garçon mineur, mais aucune autre précision. Thomas Poupeau, ce rapport d'Emmaüs révèle également des mécanismes de menace pour faire taire les victimes. Oui, il y a notamment le témoignage d'une enfant qui explique que juste après avoir été agressé par l'abbé Pierre, celui-ci lui dit qu'il faudra jamais, au grand jamais, parler de ce qu'il vient de se passer à quiconque. On a aussi dans ce rapport la reproduction d'une lettre écrite par l'abbé Pierre à destination du papa d'un enfant qui a été victime d'un autre compagnon Emmaüs, victime d'une agression sexuelle a priori. Et dans cette lettre, l'abbé Pierre dissuade en fait le papa de déposer une plainte et explique que l'auteur présumé de l'agression a plutôt besoin de soins, d'accompagnement, d'aide plutôt que d'être dénoncé. Il y a aussi ce témoignage d'une femme, témoignage qui faisait partie du premier rapport au mois de juillet, une femme qui est venue voir l'abbé Pierre en 2003. L'abbé Pierre avait à ce moment-là 91 ans et elle a essayé de le confronter à ses agissements. Elle est venue avec une lettre qui détaillait comment l'abbé Pierre l'avait agressé 20 ans plus tôt lors d'un voyage en Italie. Comment s'est passé cet entretien quand cette femme vient voir l'abbé Pierre avec cette lettre ? Alors ça se passe de manière extrêmement brutale. Donc elle arrive avec sa lettre, une lettre dans laquelle elle lui raconte à l'abbé Pierre ce qu'il lui a fait subir. Donc on imagine qu'elle attend des excuses, des explications. Mais c'est pas du tout ça qui va se passer. En fait, l'abbé Pierre prend sa lettre et la passe à la déchiqueteuse. Donc il détruit sa lettre. Christelle Brigodeau, l'abbé Pierre, Henri Grouès, prenait des photos de ses victimes. C'est ce que révèle une femme victime qui témoigne dans le nouveau rapport. Son témoignage est assez similaire au départ à ceux d'autres victimes. Elle explique qu'elle a été embrassée de force par l'abbé Pierre, qu'elle a subi des attouchements sur la poitrine. Et ensuite, elle raconte quelque chose de nouveau par rapport aux autres témoins. Elle dit que l'abbé Pierre lui demande de poser pour une photo. Là, il sort son appareil photo Polaroid. Donc, ce sont ces appareils photo qui permettent de prendre des photos de façon instantanée. Le cliché sort tout de suite. Elle pose et une fois que la photo est prête, sèche, il la range dans un tiroir où elle aperçoit d'autres photos. Et là, donc, elle parle d'une pile de photos qu'elle voit dans ce tiroir. Oui, elle dit qu'elle voit une pile de photos, son portrait se retrouve en haut de la pile et elle se dit à ce moment-là que les autres personnes dans cette pile de photos ont sans doute subi la même chose qu'elle. Si je comprends bien, Christelle Brigodeau, avec ce troisième rapport, on a le portrait d'un prédateur. Oui, puisque en fait, les 3 rapports successifs dont on a connaissance aujourd'hui montrent des agressions presque systématiques, répétitives sur des dizaines d'années, commises sur des personnes très jeunes, y compris des enfants, aussi des femmes d'âge un peu plus mûr, et de la part de l'abbé Pierre, les marques d'une personne qui voudrait presque collectionner ces agressions et en garde même des souvenirs avec ces photos. Et on parle de dizaines de victimes, 57 à l'heure qu'il est, il y en a sans doute beaucoup plus. On peut estimer
estimé qu'il pourrait y avoir 2 voire 3 fois plus de victimes. En tout cas, c'est ce qu'affirme la chef des religieuses et religieux de France, Véronique Margron, qui a l'habitude de ce genre d'affaires parce qu'elle siège à la CIAZ, donc la commission chargée d'enquêter sur les crimes sexuels commis dans l'Église. Et selon elle, en fait, quand un nombre aussi important que ça de témoignages sortent en quelques mois, puisqu'en fait là on est sur 6 mois seulement, c'est qu'on peut penser que bien d'autres agressions ont eu lieu. Simplement les personnes soit ne sont plus là pour en parler, ou ne souhaitent pas s'exprimer, ou simplement elles ne se sont pas encore faites connaître. Et donc d'après elle, il pourrait y avoir 3 fois plus de victimes, c'est ce que vous venez de nous expliquer. Que dit l'actuel délégué général d'Emmaüs France face à tous ces nouveaux éléments ? Alors, il dit 2 choses. La première, c'est que déjà, le mouvement Emmaüs doit continuer d'exister en dehors de la figure tutélaire de l'abbé Pierre, aujourd'hui déchu. Il dit aussi qu'il faut que le mouvement continue de réfléchir sur ce qui s'est passé, que d'ailleurs un dispositif d'écoute va continuer d'exister pour recueillir la parole d'éventuelles autres victimes, et que le mouvement doit lui-même se remettre en question parce qu'il est impossible, vu le nombre d'agressions, vu la durée pendant laquelle tout ça s'est passé, que personne jamais n'ait été au courant à l'intérieur du mouvement. Et donc il va y avoir une commission d'enquête là-dessus pour savoir pourquoi le silence a été possible pendant toutes ces décennies. Tout à fait. Une commission a été mise en place et commence juste ses travaux. Là, elle va démarrer au mois de février, dirigée par une sociologue de l'école des hautes études en sciences sociales qui s'appelle Céline Béraud. Elle s'est entourée de 5 autres chercheurs, historiens, sociologues, et ensemble ils vont chercher dans les archives pour trouver s'il y a des responsabilités, s'il y a des personnes qui ont tué volontairement les choses, et comprendre finalement comment une omerta pareille a pu être possible pendant presque 60 ans. Merci à Christelle Brigodeau et Thomas Poupeau. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Et puis on vous invite également à écouter le second podcast du Parisien, Crime Story. Chaque samedi matin dans Crime Story, une nouvelle affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delseny, le chef du service police-justice du Parisien.